reproche à mon client d'avoir fabriqué des cocktails Molotov, d'avoir organisé une espèce d'expédition punitive envers des fonctionnaires de police et d'avoir lancé ces cocktails Molotov sur 2 voitures de police. Les fonctionnaires de police sont dans un état physique très important. L'un a un pronostic vital qui est toujours engagé, l'autre est très gravement brûlé. Un jour, je me rappelle, c'était un week-end, quelques mois après une affaire sordide qui avait un peu défrayé la chronique dans les médias avec énormément de réactions des hommes politiques, etc. Je reçois l'appel de la famille d'un gamin, je dis un gamin parce qu'à l'époque il doit avoir 18 ans et 2-3 semaines, qui m'appelle parce que leur fils est en garde à vue et qu'il va potentiellement être présenté à un juge d'instruction et être mis en examen pour une tentative de meurtre contre des fonctionnaires de police. Donc j'arrive dans un commissariat quelconque, j'arrive après au tribunal à Évry et je réalise qu'on reproche à mon client d'avoir fabriqué des cocktails Molotov, d'avoir organisé une espèce d'expédition punitive envers des fonctionnaires de police et d'avoir lancé ces cocktails Molotov sur 2 voitures de police. Les fonctionnaires de police sont dans un état physique très important. L'un a un pronostic vital qui est toujours engagé, l'autre est très gravement brûlé et on se retrouve avec une vague de mémoire à cette époque-là de 10 interpellations de ce qu'ils appellent les chefs de bande, mettent tout le monde en garde à vue et ils essayent de nous faire parler et d'avoir les versions des uns et des autres. Moi, la particularité, c'est que finalement, je crois que mon client désigne un premier avocat pendant la garde à vue qui ne peut pas venir parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Donc moi, je n'arrive qu'après et il fait la garde à vue intégralement seul. Il ne reconnaît pas les faits. On a 1 année, 2 années, 3 années d'instruction. C'est vraiment la phase d'enquête avec le juge d'instruction qui se passe relativement mal puisque nos clients, de toute façon, sont vraiment jugés coupables du départ, qu'on s'entende. On a une bande de gamins de cité qui commettaient probablement des vols à l'arraché et qui auraient voulu se venger des fonctionnaires de police comme s'il s'agissait d'une bande rivale en face. Et on a des fonctionnaires de police qui sont saisis du dossier et qui ne vont pas faire les choses comme il faut, qu'on s'entende, et qui, dans l'émotion, parce que leurs propres collègues sont attaqués, ce que je peux parfaitement entendre, vont mener une enquête complètement à charge avec des témoins anonymes dont on n'aura jamais les identités, mais qui nous mettent en cause, puis se rétractent, puis nous remettre en cause, avec un témoin à qui vraisemblablement on promet monts et merveilles, qui finalement fuit dans un pays d'Afrique qu'on ne retrouvera que très très tardivement, mais pareil, qui nous met en cause, avec des gamins à qui on a mis la pression pendant les gardes à vue, au point qu'on a pu visionner des épisodes de garde à vue pendant les cours d'assises et qu'on a réalisé à quel point des pressions leur avaient été mises à des gamins qui avaient entre 17 et 20 ans pour les plus âgés. Je vais dire ces gamins et je vais le dire sciemment parce qu'on est vraiment sur des tout jeunes gens. Les 3/4 n'ont pas de casier judiciaire, sont inconnus de la police et de la justice, ont le seul tort d'être nés et d'avoir grandi à la Grande Borne à Grigny dans le 91 et vont se retrouver aux assises face à une accusation très virulente, face à des avocats de partie civile très virulents qui vont se permettre des amalgames très grossiers entre ces gamins de cité et notamment des terroristes, c'est ce qui a pu être dit en audience publique. On va avoir une audience qui va être extrêmement violente et moi la particularité c'est que mon client, je m'attache tout de suite à lui, c'est-à-dire que c'est un gamin qui est incroyable, qui a une intelligence particulière, qui a perdu sa mère dans des conditions tragiques à peine quelques mois avant les faits, qui un soir est rentré chez lui, sa maman dînait et puis elle s'est effondrée, elle est morte quasiment dans ses bras, qui est à ce moment-là assez fragile, qui n'a pas grand monde. Et je me retrouve pendant 2 années d'instruction, plus après 2 mois de procès d'assises, à le soutenir, à essayer d'être là pour lui, à essayer de représenter une forme de famille. Il a évidemment des grands frères qui le soutiennent, qui l'aident, une grande sœur particulièrement qui joue le rôle de sa mère et qui fait ce qu'elle peut. Et avec nos armes, on va essayer de se défendre, on va essayer de faire ce qu'on peut. Et pendant le procès, malheureusement, il n'y a jamais de bonne attitude. C'est-à-dire que quoi qu'on dise, ça ne convient pas à un président d'assises, ça ne convient pas à des victimes, ça ne convient pas à des jurés d'assises qui sont le commun des mortels, qu'on s'entende. Et ça va être extrêmement violent, pour lui évidemment, et pour moi, plus ou moins jeune avocate, à ce moment-là, on a vraiment un procès qui est hors norme, avec une sécurité hors norme. On a l'avocat général, c'est-à-dire le procureur de la République aux assises, qui va demander 30 ans de prison contre mon client. Donc énorme claque.
avec simplement quelques faisceaux d'indices, mais sans preuves excessivement concrètes, qu'on s'entende. Et donc on se prend les 30 ans au visage, on a vraiment un coup de massue. On essaye de lui redonner ce visage humain qu'on essaie de donner à tous les clients, mais notamment aux mineurs, parce que lui, il avait 18 ans moins de 3 semaines au moment des faits. Et c'est toute la particularité, c'est-à-dire que c'est le moment où Manuel Valls va parler d'ensauvagement de la société, c'est le moment où tous les hommes politiques vont essayer de faire de la récupération de cela, où les syndicats de police, sans être présents lors des assises, vont donner des conférences de presse, vont passer sur toutes les chaînes et toutes les radios pour expliquer à quel point nos gamins sont des voyous mal élevés, complètement hors du système français, voire même pas français. Alors qu'évidemment, tous nés en France, de parents français, tous scolarisés et sans antécédents particuliers. Et donc, on va devoir se défendre face à cela. Et à la fin, il sera quand même condamné. Il prendra 18 ans de prison, donc plus que ce qu'il avait comme âge, puisqu'il avait 17 ans au moment des faits. Donc de la même façon, énorme choc, énorme émotion, sans compter qu'on a eu au moment de ce verdict des manifestations de policiers qui hurlaient, qui vociféraient, qui nous hurlaient dessus à nous, avocats de la défense, et qui ont même essayé de chercher des ennuis à certaines familles des accusés, qui ont fait des contrôles inopinés. Enfin, c'était complètement surréaliste et ubuesque. Et là, je pense que c'est la première fois qu'on s'est dit à un moment donné que même nous, on était pas mal d'avocats, on était 12 ou 13, et que même nous, en étant une espèce de masse d'avocats assez organisés, on n'arrivait pas à faire face, on n'arrivait pas à tenir le coup face à un déferlement médiatique, face à un déferlement politique et des récupérations de toutes parts. Dans un procès, quand on est contre des policiers, alors nous, ça nous arrive tous les jours, en comparution immédiate notamment, d'avoir affaire à des outrages, des violences policières, etc. Bon, c'est jamais excessivement grave. Là, la particularité, c'est qu'on avait l'administration policière qui s'en était mêlée parce qu'on avait 3 ou 4 syndicats de police qui étaient constitués partie civile aux côtés des victimes. Et donc, on avait vraiment une récupération qui était politique. La difficulté par-dessus tout, c'est qu'on avait affaire à 4 fonctionnaires de police qui avaient été extrêmement touchés et qui étaient extrêmement atteints. Et ça, on ne pouvait pas y rester insensible. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui nous explique tout ce qu'il a pu subir les 2 ou 3 dernières années de sa vie, avec des blessures physiques dans sa vie de famille, une mère qui nous explique qu'elle a eu du mal à prendre ses enfants dans les bras, c'est aussi la particularité. Dans ces cas-là, ce ne sont plus des policiers, en fait. Dans ces cas-là, ce sont juste des victimes qui, objectivement, ont subi un acte excessivement injuste et très violent. Et c'est ça qu'il faut réussir à doser, à être contre cette institution policière qui à un moment donné, ne va pas faire les choses correctement, et en même temps face à 4 individualités, 4 personnes qui, eux, sont dans une souffrance ultime. Alors, pour l'anecdote, il me semble que pour certains de mes confrères, il y a des plaintes qui ont été déposées contre les fonctionnaires de police qui n'avaient pas retranscrit correctement des dépositions, notamment lors des gardes à vue, et l'enquête serait a priori encore en cours. Moi, ça ne concerne pas le mien, c'est un dossier qui est terminé. Il y a eu un pourvoi en cassation qui a été fait après la cour d'appel. Tout a été confirmé, mon client, il est condamné définitivement, c'est la vérité judiciaire, mais on ne m'empêchera pas de penser, et lui avec, qu'à un moment donné, on n'a pas été à armes égales, et que la présomption d'innocence, c'est que le respect dû à un mineur dans une affaire pénale n'a pas été au rendez-vous dans ce dossier-là, parce qu'on avait en face des victimes, malheureusement, qui ont objectivement énormément souffert, tant physiquement que moralement, que psychologiquement. Vraiment, on a eu affaire à 4 policiers qui étaient vraiment extrêmement atteints, et ça, vraiment, on le comprend. On était dans une émotion intense quand ils ont pu déposer, mais néanmoins, toute cette machine judiciaire et cette machine policière qui s'est élevée contre nous a fait que nous n'étions pas à armes égales avec eux.